En salle de classe, on commence par enseigner des structures et modéliser des structures de discours. Avant d'être débatteur, il faut d'abord être orateur pour ça. Et donc, quand je commence avec des jeunes, on apprend à donner des discours pour ça. Puis, je pense que peut-être il y a une association très forte de quand on entend débat, automatiquement, on pense politique pour ça. Puis, dans mes cours, pour apprendre à parler, les débats sont autour de sujets qui sont très, très loin de la politique pour ça. Mon sujet préféré pour apprendre à débattre, c'est est-ce que les clowns sont des êtres gentils ou maléfiques pour ça? Et donc, on explore, OK, d'un côté, on a Bozo puis les clowns d'hôpitaux qui apportent beaucoup de joie aux enfants, et de l'autre côté, on a Pennywise puis Jigsaw qui font bien le contraire pour ça. Et c'est très, très loin de cette idée de débat égal politique. C'est explorer les idées et contester des idées dans un sujet qui est très sécuritaire pour les jeunes. Ça fait appel à leur connaissance culturelle pour ça. De là, j'évolue souvent vers les pirates contre les ninjas, lesquels sont les plus cool pour ça. Est-ce qu'il faut préférer être mordu? Est-ce qu'il faut préférer se faire mordre par un vampire ou par un loup-garou pour la suite de sa vie, pour ça. Donc, c'est pas des choses qui font appel à une grande connaissance politique ou économique, mais plus des choses culturelles. Mais c'est les compétences qu'on va apprendre à travers ça qui vont permettre à l'élève de pouvoir maîtriser les choses comme la structure d'un discours, pour ça. On enseigne en salle de classe, pour venir à ta question, pour ça, comment structurer un discours à partir de gabarits pour ça. Et donc, au début, l'élève est juste en train de compléter son gabarit et de le prononcer. Au début, l'élève va calquer les modèles qu'on va lui donner, puis c'est correct, ça. Mais le plus que l'élève prend confiance en ses habiletés, le plus qu'elle va être capable de, disons, adapter, développer, reformuler à sa façon les différentes sections d'un discours jusqu'à temps que ça devient beaucoup plus naturel. Au début, c'est normal que les élèves vont lire leur discours, écrire presque chaque mot, mais avec le temps, sont capables d'évoluer vers forme de point ou simplement juste garder en tête la structure qu'ils se sont préparés et ensuite pouvoir la traduire en paroles. OK, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête, mais je vais commencer avec ma première question. Donc, est-ce que tu proposes une certaine structure? Oui, au début, absolument. Alors, quelle est cette structure? Je serais curieuse. Par exemple, il y a une structure pour l'introduction. Mon gabarit, pour ça, il y a 5 parties à l'introduction. La première partie, c'est toujours reconnaître son public. Donc, on pense à ça, on se présente. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je veux remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui pour ce débat. C'est une belle forme socio-linguistique pour reconnaître le contexte dans lequel on est pour ça. Et ensuite, de pouvoir lancer, je m'appelle Guillaume et je suis ici pour vous parler de pourquoi les clowns sont des êtres maléfiques. Donc, on présente le sujet pour ça. On introduit quel côté qu'on va défendre dans ce débat-là. On présente les arguments qu'on veut aborder un petit peu plus tard pour ça. Une des choses qui différencie l'art oratoire comparé à, disons, la rédaction de texte, c'est que il faut être très répétitif à l'oral. Pour ça, et c'est normal, parce que dans un texte écrit, on peut toujours retourner aller le relire plus tard pour ça. Mais quand on écoute quelqu'un parler, il n'y a pas une fonction de retourner, oh, minute, qu'est-ce que la personne a dit, v'là 10 secondes, là? Il faut naturellement répéter certaines choses et faire allusion à des choses qu'on a déjà dit pour guider le public vers la conclusion où on veut les amener pour ça. Donc, les formules répétitives, contrairement peut-être à l'écrit, sont à privilégier à l'oral pour ça. Donc, les gabarits puis les structures que j'enseigne sont montés en conséquence de ça. Est-ce que vos jeunes, est-ce qu'ils aiment faire ça, le débat? Est-ce que vous avez eu des élèves réticents? Les élèves qui sont réticents peuvent être guidés pour ça, puis c'est simplement, aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas faire une petite partie du discours. Donc, s'ils sont pas confortables de faire, disons, toute l'intro à ce moment-ci, c'est correct. Je veux juste que tu te lèves et que tu reconnaisses ton public et que tu nous parles du sujet. D'accord. C'est tout. Puis là, ils voient qu'ils sont capables de faire ça, puis on leur donne un petit peu plus de temps. OK, peux-tu rajouter la 3e section sur quelle est ta position, toi? Donc, si on y va petit à petit, les élèves qui sont réticents, ils voient qu'ils sont capables de le faire, ils arrivent à le faire et ils voient aussi qu'ils ont l'appui de leur père. Souvent, ils ont peur qu'ils sont pas assez bons ou que leurs pères vont rire d'eux. Puis quand ils voient que, oh, minute, j'ai été applaudi, c'est bien allé, j'ai l'appui de mes pères pour ça, ça développe la confiance nécessaire pour pouvoir continuer pour ça.